La salle de réception du Grand Palais brillait d'un éclat presque vulgaire. Trop de cristal, trop de dorures, trop de fleurs blanches qui sentaient déjà la mort. C'était mon 65e anniversaire. 20 invités, l'élite de nos connaissances, ou plutôt les spectateurs que mes enfants avaient soigneusement sélectionnés pour valider leur mise en scène. Je trônais en bout de table, droite comme un i, ma robe en soie bleu nuit masquant la rigidité de mon corps. Je souriais. C'était mon armure. « Regarde maman, elle a l'air un peu perdue, non ?» Le chuchotement venait de ma gauche. Sophie, ma fille. Elle parlait à son mari, mais assez fort pour que je l'entende. C'était calculé. Depuis 3 mois, c'était leur stratégie. Me faire passer pour une vieille femme sénile. Si je cherchais mes lunettes, Alzheimer. Si je trébuchais sur un tapis mal posé, fragilité osseuse. Si j'oubliais un prénom, démence. J'ai pris une gorgée d'eau pour faire passer la boule dans ma gorge. En face de moi, Julien, mon fils aîné, vérifiait sa montre pour la 10e fois en 1 heure. Il portait ce costume italien que je lui avais payé pour Noël dernier. Il transpirait. Une fine pellicule de sueur brillait sur son front dégarni, malgré la climatisation glaciale. L'atmosphère était tendue, électrique. Les invités mangeaient le homard en silence, sentant que quelque chose se préparait. Le cliquetis des fourchettes sur la porcelaine résonnait comme des coups de scalpel. « Maman, tout va bien ?» demanda Magali, ma belle-fille, avec ce sourire mielleux qui ne touchait jamais ses yeux. « Tu n'as presque rien touché ? C'est trop dur à mâcher pour toi ?» Une pique gratuite. J'ai posé ma fourchette doucement. « La viande est excellente, Magali. Je réfléchissais simplement à la chance que j'ai d'avoir une famille si prévenante. » Julien se racla la gorge. Il se leva brusquement. Sa chaise racla le parquet avec un bruit strident qui fit sursauter tout le monde. Il tenait une coupe de champagne, ses doigts serrés si fort autour du pied qu'ils en étaient blancs. « C'est le moment, pensai-je. L'exécution publique. »« Si je peux avoir votre attention, » commença Julien. Sa voix tremblait légèrement, mais il la força à descendre dans les graves pour se donner de l'assurance. Les conversations s'arrêtèrent. 20 paires d'yeux se fixèrent sur lui, puis glissèrent vers moi avec une pitié anticipée. « Aujourd'hui, nous célébrons les 65 ans de maman. Maman, Élise, tu as été une force de la nature. Tu as bâti cet empire après la mort de papa. Mais... » Il fit une pause dramatique. Sophie, à côté de lui, sortit un mouchoir en dentelle et commença à tamponner des larmes invisibles au coin de ses yeux. Quelle actrice! « Mais nous voyons bien que tu es fatiguée. Cette grande maison, ces responsabilités, c'est trop pour une femme de ton âge. Nous avons remarqué tes oublis, tes moments de confusion. On s'inquiète, maman. On ne dort plus la nuit. » Je ne bougeais pas d'1 millimètre. Je le fixais droit dans les yeux. « Continue, mon fils. Creuse ta tombe. » Alors Sophie et moi, avec l'accord de toute la famille, nous avons pris une décision difficile, mais nécessaire. Pour ton bien. Il sortit une brochure glacée de sa poche intérieure et la posa sur la table, la faisant glisser vers moi. Sur la couverture, on voyait des personnes âgées souriant jouant au bridge dans un jardin aseptisé. « La résidence Le Crépuscule Doré », annonça-t-il. « C'est le meilleur établissement de la région. Ils ont des médecins 24 heures sur 24. Tu y seras en sécurité. Nous avons déjà entamé les démarches pour vendre la maison familiale pour financer ton séjour, qui est très luxueux, bien sûr. » Un murmure parcourut la table. « C'est pour son bien, » chuchota Sophie, assez fort. Elle a laissé le gaz allumé la semaine dernière, c'était terrifiant. C'était un mensonge. C'est elle qui l'avait allumé, par accident, en venant prendre le thé. Julien reprit, plus confiant, sentant que l'audience était de son côté. « Maman, tu ne peux plus vivre seule. Tu es, disons les choses, tu es vieille, tu es dépassée. Signe les papiers de procuration ce soir et demain on t'y emmène. C'est notre cadeau, la tranquillité d'esprit. » Le silence qui suivit fut assourdissant. C'était violent, cruel. Il me dépossédait de ma vie, de ma maison, de ma dignité, entre la poire et le fromage, devant mes amis. Ils attendaient que je pleure, que je crie, que je fasse une scène de vieille folle pour justifier leur acte. Je fermai les yeux 1 seconde. Je revis Julien, petit, tombant de vélo, pleurant dans mes bras. Je revis Sophie, malade, que je veillais toute la nuit. J'avais tout donné. Et voici leur remboursement, une brochure pour un mouroir de luxe. J'ouvris les yeux et je souris.
Ce n'était pas un sourire de mère aimante, c'était un sourire froid, clinique, le sourire d'un chirurgien avant l'amputation. « Quel magnifique discours, Julien !» dis-je d'une voix calme, posée, qui trancha l'air ambiant. « Je suis touchée par tant de sollicitude, vraiment. » Julien cligna des yeux, surpris par mon calme. Sophie arrêta de pleurnicher. « C'est drôle, continuai-je en me levant lentement. Moi aussi, j'ai préparé quelque chose. Je me disais, Élise, tes enfants ont tellement travaillé pour organiser cet anniversaire, tu ne peux pas venir les mains vides. » Je me penchai vers mon sac à main, posé au sol. Un sac Hermès vintage qu'il convoitait déjà pour la revente. J'en sortis un paquet épais, entouré d'un ruban doré. « Comme c'est bien que vous soyez tous là, j'ai des cadeaux. » J'ai dénoué le ruban. 7 enveloppes rouges tombèrent sur la nappe blanche. Le contraste des couleurs était violent. Rouge comme le danger, rouge comme la colère, rouge comme le solde d'un compte bancaire. 7 enveloppes, dis-je doucement. Chacune porte un nom. Je pris la première. « Pour toi, Julien, mon fils chéri. » Je la lui tendis. Il la prit par réflexe, l'air méfiant. « Pour toi, Sophie, ma petite princesse. » Sophie prit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Pour toi, Magali. Et pour vous, monsieur Legrand, le notaire de famille, cousin Marc, tante Clara. » J'avais distribué les 7 verdicts. Je me rassis, croisai les mains sur la table et les regardai avec une bienveillance terrifiante. « Allez-y, dis-je, ce n'est pas de l'argent, ne rêvez pas, c'est beaucoup plus précieux. C'est la vérité. Ouvrez. » Julien eut un rire nerveux. « Maman, c'est quoi ce jeu? Une carte d'anniversaire ?» Il déchira le haut de l'enveloppe rouge avec son ongle. Il en sortit une feuille pliée en 3. C'était un relevé bancaire détaillé, agrafé à des photos granuleuses prises de nuit. Je vis le moment exact où son âme quitta son corps. Il lut la première ligne. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa peau rougeaude à cause du vin vira instantanément au gris, puis au violet. Une veine commença à battre frénétiquement sur sa tempe. À côté, Sophie venait d'ouvrir sa sienne. Elle poussa un petit cri étouffé, porta la main à sa bouche et ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux, renversant sa chaise, les yeux fixés sur une photo Polaroid qu'elle tenait du bout des doigts comme un objet radioactif. La salle retint son souffle. « Alors, demandai-je, en prenant une gorgée de mon vin, on ne dit pas merci à maman ?» Julien leva lentement les yeux vers moi. Il n'y avait plus d'arrogance, juste une terreur pure. « Maman, d'où tu sors ça? Ouvre-la complètement, Julien. Lis à haute voix la ligne surlignée en jaune. Que tout le monde profite de mon cadeau. » Le silence dans la salle n'était plus simplement gênant, il était toxique. On n'entendait plus que le bruit erratique de la respiration de Sophie, toujours à genoux, qui hyperventilait doucement, le regard vitreux fixé sur la photo dans sa main. Julien, lui, était figé. La feuille de papier tremblait entre ses doigts comme une feuille morte dans la tempête. « Alors, Julien ?» répétai-je, ma voix tranchant le silence comme un couperet. « Tu ne lis pas? C'est écrit trop petit pour tes yeux ?» Il releva la tête. Son visage était une carte routière de la panique. Il essaya de sourire, un rictus grotesque qui montrait trop de dents. Il se tourna vers les invités, cherchant un allié, n'importe lequel. « C'est une blague, bafouilla-t-il. Maman a toujours eu un sens de l'humour très particulier. Elle a dû faire un montage photo ou... » « Lis le titre du document, Julien, » ordonnai-je. « Pas d'excuses, lis. » Il ne le fit pas. Il froissa le papier dans son poing, furieux. « Ça suffit, tu es malade, tu as vraiment besoin d'être interné. Montrer des faux documents devant tout le monde. » Je me tournai vers Maître Legrand, le notaire de famille, qui avait lui aussi reçu une enveloppe. Il était pâle. Il connaissait la vérité, mais il s'était tu par lâcheté. « Maître Legrand, dis-je doucement, puisque mon fils a perdu sa langue, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur la nature du document que Julien tient? C'est une copie certifiée conforme, n'est-ce pas ?» Le notaire s'essuya le front avec sa serviette en tissu. Il n'osait pas regarder Julien. « C'est une reconnaissance de dette, » murmura-t-il. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. « Plus fort, maître, » encourageai-je. Une reconnaissance de dette auprès de la société de crédit Vitcash, montant 200 000 €, garantie hypothécaire, sur la résidence principale d'Élise Dumont. Le bruit des couverts tombant sur les assiettes résonna. Magali, la femme de Julien, se leva d'un bond, renversant sa chaise.
Quoi? Hurla-t-elle, oubliant instantanément son rôle de belle-fille modèle. Tu as hypothéqué la maison de ta mère? Mais tu m'avais dit que l'argent venait de ton bonus annuel. Je souris tristement. Il n'y a pas de bonus, Magali. La société de Julien a fait faillite il y a 8 mois. Il vit sur mon dos depuis. Il a imité ma signature pour hypothéquer ma maison. C'est un faux en écriture et de l'abus de faiblesse. Je me tournai vers mon fils. Il était écarlate, acculé. Tu voulais me mettre en maison de retraite non pas pour ma sécurité, Julien, mais pour vendre la maison rapidement avant que la banque ne la saisisse. Tu voulais effacer tes traces. Tu voulais m'enterrer vivante pour sauver ta peau. Julien frappa du poing sur la table. J'allais te rembourser, c'était un investissement. Tu ne comprends rien aux affaires, tu es une vieille femme qui garde son argent sous son matelas. J'ai fait ça pour la famille. Tu as fait ça pour tes maîtresses et tes paris sportifs, coupai-je sèchement. Tout est dans le dossier. Page 3. Julien se tut, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Il était détruit. Son image de PDG à succès venait d'exploser en plein vol. Soudain, un sanglot déchirant monta du sol. Sophie. Elle tentait de cacher la photo contre sa poitrine, mais je ne lui laissai pas ce répit. Et toi, ma douce Sophie, la mère parfaite, celle qui pleure parce que « Maman oublie le gaz, montre-nous ce que tu as reçu. »« Non, maman, pitié !»« Montre !» claquai-je. Ma voix résonna si fort que les verres en cristal vibrèrent. En tremblant, elle retourna la photo vers les invités. C'était un cliché pris par une caméra de surveillance. On y voyait Sophie, de dos mais reconnaissable à son manteau rouge distinctif, au guichet d'un mont de piété, prêteurs aux gages. Elle tendait un collier. Mon collier, le saphir que mon mari m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. « Maman, je crois que la femme de ménage l'a volé », m'avais-tu dit en pleurant, rappelai-je cruellement. Tu as fait renvoyer Maria, une femme honnête qui avait 3 enfants. Tu l'as fait accuser de vol alors que c'était toi. Tu as vendu les souvenirs de ton père, pourquoi? Je laissai planer le silence. Pour payer tes vacances aux Maldives, répondis-je moi-même. J'ai racheté le collier le lendemain. Il m'a coûté le double. Mais savoir que ma fille est une voleuse et une menteuse, ça n'a pas de prix. Sophie se releva, le visage ravagé par les larmes et le mascara qui coulait. Elle se tourna vers son mari, Pierre, un homme effacé qui la regardait soudain comme si elle était une étrangère. « Pierre, je peux expliquer. On avait besoin de décompresser. »« Tu as volé ta mère, Sophie, » dit Pierre froidement, devant tout le monde. L'escalade était totale, l'air était irrespirable. Les invités, ces vautours, ne mangeaient plus. Ils buvaient le spectacle. Mais ils n'étaient pas à l'abri. « Ne me regardez pas avec ces yeux juges, » dis-je en balayant la salle du regard. « Vous croyez être meilleur ?» Je pointai l'enveloppe devant tante Clara. « Clara, tu pleures toujours sur tes rhumatismes et ta petite retraite. Dans ton enveloppe, il y a la preuve que tu touches une pension que tu as oublié de déclarer, tout en me demandant 500 € chaque mois pour tes médicaments. » Je pointais cousin Marc. « Marc, tu viens manger ici tous les dimanches, tu apportes des fleurs fanées et tu repars avec des bouteilles de vin de la cave de mon mari. Dans ton enveloppe, il y a la facture totale de ce que tu as emprunté depuis 10 ans. 15 000 €, Marc. » Je me levais complètement. Je me sentais immense, puissante et terriblement seule. « Vous êtes tous ici à boire mon champagne, à manger mon homard et à hocher la tête comme mon fils dit que je suis sénile. Vous êtes complices. Vous attendiez tous que je meure ou que je disparaisse pour vous partager les restes. » Julien, reprenant ses esprits, tenta une contre-attaque désespérée. La bête blessée devenait dangereuse. Il contourna la table et s'avança vers moi, les yeux injectés de sang. « Tu es folle !» hurla-t-il en postillonnant. « Tu as engagé qui pour faire ça? Un détective? Tu dépenses notre héritage pour nous espionner? C'est de la paranoïa, c'est la preuve que tu perds la tête. » Il tendit la main pour m'attraper le bras, pour me faire asseoir de force, pour reprendre le contrôle physique de la situation. « Ne me touche pas !» criai-je. Mais il m'agrippa le poignet. « Tu vas arrêter ce cirque tout de suite, maman. Tu vas dire à tout le monde que c'est une blague. Dis-le. »« Lâche-la, Julien !» cria Magali, terrifiée. « Non, elle doit s'excuser. Elle nous humilie. » C'est à ce moment précis que la porte de la cuisine s'ouvrit violemment. Un homme entra. Pas un serveur. Un homme en costume gris, robuste, au visage fermé. C'était Monsieur Vallet, mon chef de la sécurité, que j'avais posté là en cas de dérapage. Mais Julien ne le vit pas. Il serra mon poignet plus fort, me faisant mal. La douleur était aiguë, mais elle me servait. « Regardez-le » dis-je calmement aux invités, en levant mon gras prisonnier de la main de mon fils. « Regardez le fils aimant qui s'inquiète pour ma santé. » Julien réalisa trop tard son erreur.
Il me lâcha comme si je le brûlais, mais le mal était fait. La violence physique avait franchi le seuil du salon feutré. « Le dîner est terminé », annonçai-je, mais la soirée ne fait que commencer. Je fis un signe de tête à Monsieur Vallet. Il ferma les portes à double tour. « Personne ne sort, dis-je. Nous avons encore des comptes à régler. Le dessert n'a pas encore été servi. » Le silence qui suivit ma déclaration fut brisé par le bruit des chaises qu'on repousse. Les invités, livides, ne savaient pas s'ils devaient applaudir la performance ou appeler la police. Je fis un geste las de la main vers la porte que M. Vallet venait de déverrouiller. « Partez », ordonnai-je, « le spectacle est fini pour vous. Ce qui va se dire maintenant ne concerne que ceux qui portent mon sang et ceux qui le sucent. » Il n'y eut pas de protestation, pas de revoir poli. Tante Clara oublia sa canne, cousin Marc oublia son vin. En moins de 2 minutes, la salle de réception, prévue pour une fête jusqu'au bout de la nuit, se vida. Il ne resta que le désordre des serviettes froissées et l'odeur rance des secrets révélés. Nous étions en huis clos. D'un côté de la table, Julien, le visage ravagé par la haine, Magali, calculatrice, les yeux dartants de gauche à droite, Sophie, recroquevillée sur sa chaise comme une enfant prise en faute, et Pierre, son mari, qui semblait vouloir disparaître dans le papier peint. De l'autre côté, moi, seule, et pourtant je n'avais jamais été aussi accompagnée. La vérité était assise à ma droite et la justice à ma gauche. Julien brisa le silence en premier. Il renversa son verre de vin d'un revers de main violent. La tache rouge s'étala sur la nappe blanche comme une blessure par balle. « Tu es contente de toi ?» cracha-t-il. « Tu viens de détruire notre réputation devant tout le gratin de la ville. Comment je vais faire pour trouver des investisseurs maintenant? Tout le monde va savoir. » « Des investisseurs ?» répétai-je avec un calme glacial. « Tu veux dire des pigeons? Il n'y a plus d'entreprise, Julien. Je le sais, tu le sais. » « C'est une mauvaise passe, hurla-t-il. J'avais un plan. Si tu m'avais prêté l'argent au lieu de faire la radine, on n'en serait pas là. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu es assise sur une mine d'or et tu nous regardes galérer. » Sophie releva la tête, les yeux gonflés. Elle choisit une autre tactique, la culpabilisation. « Maman, comment as-tu pu m'humilier comme ça, devant Pierre? J'ai pris ce collier parce que j'avais des dettes, l'école privée des enfants, les leçons de piano. On voulait juste leur donner la vie que tu nous as donnée. On a fait ça par amour. » « Par amour ?» l'interrompis-je. « Tu as volé par amour? Et accusé Maria, la femme de ménage, c'était par amour aussi? Elle a pleuré dans ma cuisine quand je l'ai renvoyée, Sophie. Elle m'a supplié. Et toi, tu buvais ton thé en regardant ton téléphone. » Je me levai et marchai lentement vers la fenêtre qui donnait sur le parc obscur. Je leur tournai le dos. Un risque calculé. Vous pensez que je suis devenue une vieille femme aigrie et paranoïaque, n'est-ce pas? Que j'ai engagé un détective sur un coup de tête? Je me retournai brusquement. Mais vous vous trompez. Ce soir n'est pas le fruit de la colère. C'est le résultat d'une expérience scientifique. Je marchai vers un petit guéridon où trônait un vase de fleurs. Je soulevai le vase. Dessous, dissimulé dans le feuillage artificiel, un petit point rouge clignotait. « Une caméra ?» souffla Magali, horrifiée. « Il y en a dans chaque pièce, expliquai-je. Dans le salon, dans la cuisine, même dans votre chambre d'amis quand vous venez loger ici le week-end. » Julien devint blanc comme un linge. « C'est illégal, tu n'as pas le droit. »« C'est ma maison, » tonnai-je, « et ce que j'ai vu et entendu ces 6 derniers mois dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires cauchemars. » Je sortis une petite télécommande de ma poche et pointai l'écran géant qui devait servir à projeter un diaporama de « Souvenirs heureux » pour mon anniversaire. L'écran s'alluma. Une vidéo granuleuse apparut. C'était la cuisine, il y a 3 mois. On voyait Julien et Sophie discuter en buvant mon café. Le son était cristallin. Voix de Julien, sur l'écran. « Elle ne va pas durer éternellement, mais putain, qu'est-ce qu'elle est coriace. Si elle ne meurt pas cette année, je suis foutue. Les huissiers sont à mes trousses. » Voix de Sophie, sur l'écran. « On peut accélérer les choses. Le docteur a dit que si elle montrait des signes de danger pour elle-même, on pouvait demander la mise sous tutelle forcée. On n'a qu'à l'aider un peu. » Voix de Julien. « L'aider comment ?» Voix de Sophie. « Laisse le gaz ouvert la prochaine fois que tu passes. Juste un peu. On dira qu'elle a oublié. On fera des photos. Ça suffira pour le juge. » La vidéo s'arrêta sur le rire complice de mes enfants. Dans la salle à manger, le silence était absolu. Un silence de mort. Sophie tremblait si fort que ses dents claquaient. Julien regardait ses chaussures, incapable de soutenir mon regard. « Le gaz, dis-je doucement. Vous avez essayé de me gazer. Pas pour me tuer, non, vous n'êtes pas des assassins. Vous êtes trop lâches pour ça. Juste assez pour me faire passer pour folle.
juste assez pour m'enfermer et prendre le chéquier. Je m'approchai de Sophie. Je me penchai à son oreille. « Je n'ai jamais oublié le gaz, ma chérie. Je savais que tu l'avais ouvert. J'ai attendu que tu partes, j'ai aéré et j'ai pleuré pendant 2 heures. Pas à cause du gaz, à cause de toi. » Je me redressai et les regardai tous, un par un. J'ai joué le jeu. J'ai feint d'oublier mes clés, j'ai feint de confondre vos prénoms. J'ai joué la vieille maman gâteuse pour voir jusqu'où vous iriez. Je vous ai tendu la perche, et vous vous êtes pendu avec. « Maman, je t'en supplie, » commença Sophie, se jetant à mes pieds, agrippant ma robe. « Je ne pensais pas, on était désespérés, pardonne-nous. » Julien, lui, ne suppliait pas. La peur avait laissé place à une colère froide, celle du prédateur piégé. Il réalisa que s'il y avait des caméras, il y avait des preuves qui pouvaient l'envoyer en prison pour tentative d'escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. « Tu as tout enregistré » demanda-t-il, la voix rauque. « Tout » confirmai-je. Les conversations sur l'héritage, les moqueries sur mes vêtements, les plans pour vendre la maison à un promoteur immobilier véreux. Tout est sur un disque dur. Et devinez quoi ? Je souris, un sourire sans joie. Une copie de ce disque dur est chez mon avocat. S'il m'arrive le moindre accident, si je fais la moindre chute dans les escaliers, si mon cœur s'arrête mystérieusement, le disque part directement chez le procureur de la République. Julien se laissa tomber sur sa chaise, vaincu. Magali pleurait silencieusement, réalisant que le château en Espagne venait de s'écrouler. « Vous ne m'avez pas seulement déçu, » dis-je en retournant à ma place en bout de table. « Vous m'avez libéré. Je culpabilisais de ne pas avoir assez aidé, mais maintenant je sais. Vous aider, c'est comme verser de l'eau dans un panier percé. » Je pris mon verre de vin, le seul qui était resté intact. « Maintenant que nous avons établi qui vous êtes vraiment, passons à la suite, car vous n'imaginez pas un seul instant que je vais vous laisser repartir comme ça, n'est-ce pas ?» Le piège s'était refermé, ils étaient à ma merci, et pour la première fois de leur vie, ils avaient peur de leur mère. La vidéo sur l'écran s'était éteinte, laissant la pièce dans une pénombre lugubre. Le silence n'était plus celui de la peur, mais celui de la dévastation. Le premier domino tomba du côté de Sophie. Pierre, son mari, qui n'avait pas dit un mot depuis le début du dîner, se leva lentement. Il ne regardait pas Élise. Il regardait sa femme, à genoux sur le tapis perçant, le mascara coulant sur ses joues comme des larmes noires. « Lève-toi, » dit-il. Sa voix était blanche, sans timbre. Sophie leva des yeux implorants vers lui. « Pierre, chéri, tu as entendu maman. Elle a tout interprété de travers. C'était des blagues, on plaisantait. »« Vous plaisantiez sur le fait de gazer ta mère ?» demanda Pierre. Il recula d'un pas, comme si elle était contagieuse. « Je savais que tu aimais l'argent, Sophie. Je savais que tu étais matérialiste. Mais ça, le vol, la tentative de meurtre psychologique ? Pierre, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. C'est fini. » Les 2 mots claquèrent comme un coup de fouet. Sophie se figea. « Quoi ? Je demande le divorce dès demain. Je ne laisserai pas nos enfants grandir avec une mère capable de faire interner sa propre mère pour payer des vacances. Je prends les petits ce soir. Ne reviens pas à la maison. » Sophie hurla, un cri aigu, animal. Elle tenta d'agripper la jambe de Pierre, mais il se dégagea brusquement. Il se tourna vers moi, s'inclina légèrement, un geste de respect mêlé de honte, et sortit de la pièce sans se retourner. Sophie resta là, seule au milieu du parquet, abandonnée. Son monde de mère parfaite de banlieue chic venait d'être pulvérisé. Elle se tourna vers Julien, cherchant du soutien, mais Julien avait ses propres démons à combattre. Magali, ma belle-fille, avait sorti son téléphone. Elle tapait frénétiquement. « Magali ?» appela Julien d'une voix faible. « Chérie, il faut qu'on appelle l'avocat. On doit trouver une faille. » Magali leva la tête. Son visage était fermé, dur. Le masque de la belle-fille aimante était tombé, révélant la calculatrice qu'elle avait toujours été. « On ? Il n'y a pas de « on », Julien. »« De quoi tu parles ? On est dans la même galère. »« Non, tu es dans la galère, » corrigea-t-elle sèchement. « J'ai vérifié les papiers de l'hypothèque que maman a montrés. C'est ta signature, uniquement la tienne. C'est toi qui as commis le faux en écriture. »« Mais c'était pour nous, pour payer tes robes, tes voyages, la nouvelle voiture. Tu en as profité autant que moi. » Magali se leva, lissa sa jupe et prit son sac à main de marque, payé avec mon argent, bien sûr. « Je ne savais rien, dit-elle avec un aplomb terrifiant.
Tu m'as dit que c'était des primes de résultats. J'ai été trompée. Je suis une victime, Julien. Je vais témoigner contre toi si nécessaire pour protéger mes intérêts. Julien se leva d'un bond, renversant sa chaise pour la 2e fois. Espèce de garce, tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. Si je coule, tu coules. Je retourne chez mes parents, dit Magali froidement. Ne m'appelle pas. Je ne veux pas être associée à un escroc qui finit en prison. Elle sortit, ses talons claquant sur le parquet comme des coups de marteau sur le cercueil de Julien. Il ne restait plus que 2, Julien et Sophie, le duo infernal, frère et sœur, ruinés, seuls. Ils se regardèrent. Pendant 1 seconde, je crus qu'ils allaient se soutenir. Mais la misère ne soude pas les gens égoïstes, elle les divise. « C'est de ta faute !» hurla Julien en se tournant vers sa sœur qui pleurait toujours par terre. « C'est toi avec tes idées de mise sous tutelle. Si on avait juste attendu qu'elle crève naturellement, on n'en serait pas là. » Sophie se releva, mue par une rage soudaine. « Ma faute ? C'est toi qui as hypothéqué la maison. C'est toi le joueur compulsif. Tu as tout gâché parce que tu ne sais pas gérer ton argent. Tu as toujours été le préféré, le pourri gâté. Et voilà le résultat. » Ils commencèrent à se hurler dessus, déballant des années de jalousie, de rancœur et de secrets mesquins. C'était pathétique. C'était laid. Ils s'entre-déchiraient comme des rats dans une cage trop petite. Je les regardais, assises calmement en bout de table. Je ne ressentais aucune joie, juste une immense fatigue. C'était donc ça, le fruit de mes entrailles ? Ces 2 êtres haineux qui se disputaient pour savoir qui était le plus coupable de ma perte ? Ça suffit, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle arrêta leur dispute instantanément. L'autorité maternelle a des racines profondes. Ils se tournèrent vers moi, haletants, en sueur, les visages défaits. Ils réalisèrent soudain qu'ils étaient seuls avec moi, que je tenais leur destin entre mes mains. Julien s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Il pleura, pas des larmes de remords, mais des larmes de peur. « Maman, ils vont me mettre en prison. Vite Cash ne rigole pas. Si je ne rembourse pas les 200 000 € la semaine prochaine, ils portent plainte pour escroquerie. Et maintenant que Magali est partie, je n'ai plus rien. Je suis finie. » Il leva vers moi un visage d'enfant perdu. « Aide-moi, je t'en supplie, juste cette fois. Je te promets, je rembourserai, je changerai. Ne me laisse pas aller en prison. » Sophie renifla, rampant presque vers moi. « Maman, Pierre est parti. Il va prendre les enfants. Je n'ai pas de travail, pas de maison. Je vais devenir SDF. Tu ne peux pas nous faire ça. On est tes enfants. » C'était le moment critique. Le moment où toute ma vie, j'avais cédé. Le moment où je sortais le chéquier pour réparer leurs erreurs. Le moment où je les sauvais pour qu'ils puissent recommencer 6 mois plus tard. Mon cœur de mère saignait. Je voulais les prendre dans mes bras, leur dire que tout irait bien, que je vendrais quelques bijoux pour payer les dettes de Julien, que je parlerais à Pierre pour Sophie. C'était mon instinct viscéral. Mais je regardais la caméra espion dissimulée dans le vase. Je me souvins de la phrase de Julien. « Si elle ne meurt pas cette année, je suis foutu. » Je pris une profonde inspiration. L'air sentait la cire de bougie et la trahison. « Vous avez raison, » dis-je doucement. « Vous êtes mes enfants. Et c'est parce que je vous aime que je dois faire ce que je vais faire. » Je plongeai la main dans mon sac. Ils retinrent leur souffle, espérant un carnet de chèques. J'en sortis un dernier document. Ce n'était pas un chèque. « Vous m'avez demandé de l'aide. Je vais vous aider à grandir. Mais pour ça, il faut que vous touchiez le fond. Et croyez-moi, je posai le document sur la table, vous n'avez pas encore touché le fond. » Le document reposait sur la table, blanc et innocent, entre le sucrier en argent et les restes du gâteau d'anniversaire que personne n'avait goûté. Julien le regardait comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'osait pas le toucher. C'est Sophie qui, dans un dernier élan d'espoir morbide, tendit le bras. Elle s'essuya les yeux d'un revers de manche, un geste d'enfant malheureux, et tira la feuille vers elle. Elle lut les premières lignes. Ses lèvres bougèrent sans émettre de son, puis ses yeux s'écarquillèrent démesurément. « Maman » couina-t-elle. « C'est quoi ça ?»« Lis, Sophie, à haute voix, » ordonnai-je. Elle déglutit péniblement. « Acte de vente notarié. Vendeur, Madame Élise Dumont. Bien concernée, la villa Les Cèdres, sise au 12 avenue du Parc. Acquéreur, Société immobilière Horizon. Prix de vente ?» Elle s'étrangla. « 2 500 000 €. Julien bondit de sa chaise comme s'il avait reçu une décharge électrique.
L'espoir, violent et sauvage, illumina son visage ravagé. « Tu as vendu la maison ? 2,5 millions ?» Il se précipita vers moi, oubliant ses pleurs, oubliant sa honte. L'odeur de l'argent frais avait effacé sa conscience. « Maman, c'est génial, tu as vendu au bon moment. Avec ça, on peut tout régler. On peut rembourser vite cash, on peut payer l'avocat pour le divorce de Sophie, on peut recommencer. » Il riait presque, un rire hystérique. Il tendit les mains vers moi, paumes ouvertes. « Où est l'argent ? Sur quel compte ? Il faut faire le virement ce soir, avant minuit, pour bloquer les procédures. Maman, tu nous as fait peur, mais tu es un génie. Tu as liquidé les actifs pour nous sauver. » Je le regardais s'agiter. Il ressemblait à un chien affamé à qui on vient de montrer un os. C'était écœurant. Il n'avait rien compris. Absolument rien. « Tu penses que j'ai vendu ma maison, celle où j'ai vécu 40 ans, celle où ton père est mort, pour payer tes dettes de jeu ?» demandai-je doucement. Le sourire de Julien vacilla. « Ben, oui. Pourquoi sinon ? Tu vas vivre où ? On va prendre un appartement pour toi, plus petit, plus facile à entretenir. Et le reste de l'argent, c'est l'héritage, non ? C'est notre argent. » « Votre argent ? » Je me levai lentement. Cette fois, je ne ressentais plus aucune pitié, juste un froid sidéral. « Cet argent, Julien, c'est la sueur de ton père. C'est mes nuits blanches à gérer l'entreprise après sa mort. C'est mes sacrifices. Ce n'est pas ton argent. Tu ne l'as pas gagné. Tu l'as juste attendu. » Je plongeai une dernière fois la main dans mon sac. Voici la réponse. Je sortis un petit reçu bancaire, rose pâle. Je le posai délicatement sur la table. Julien se jeta dessus. Il lut. Et cette fois, le cri qui sortit de sa gorge n'avait rien d'humain. C'était un hurlement de bête qu'on égorge. « Non !» Il froissa le papier, le jeta par terre, le piétina. « C'est faux. Tu n'as pas fait ça. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. » Sophie ramassa le papier froissé. Elle lut à travers ses larmes. Ordre de virement irrévocable. Bénéficiaire, Fondation nationale pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Montant, 2 500 000 €. Puisque vous étiez si inquiet pour ma mémoire, j'ai pensé que c'était la cause la plus noble. J'ai tout donné. Ce matin, à 9 heures. L'argent est parti. Il n'y a plus rien. « Tu es folle !» Julien renversa la table. Le fracas fut terrible. La vaisselle en porcelaine explosa, les verres en cristal se brisèrent en 1000 éclats scintillants, la nappe blanche fut souillée de vin et de nourriture. C'était le chaos. Il s'avança vers moi, les veines de son cou saillant comme des cordes bleues. Il ne voyait plus sa mère, il voyait la voleuse de son avenir. « Tu as vendu mon argent à des inconnus ?» hurla-t-il en me postillonnant au visage. « Tu as brûlé l'héritage, tu nous as ruinés exprès. Espèce de vieille sorcière, tu es un monstre. » Il leva la main. Le geste était instinctif, violent. Il allait me frapper. Pour la première fois de sa vie, mon fils allait me frapper au visage. « Vas-y, dis-je. » Je ne reculais pas. Je levai le menton. « Frappe-moi, Julien. Finis le travail. Tu as déjà tué la mère en moi. Tu peux bien frapper la vieille femme. Allez. » Ma voix claqua comme un coup de tonnerre. « Frappe, que je puisse t'envoyer en prison pour coups et blessures, en plus de l'escroquerie. » Son poing trembla en l'air. Ses yeux étaient fous, remplis de larmes de rage. Il était au bord du gouffre. Sophie se mit à hurler, se bouchant les oreilles. « Arrêtez! Arrêtez tout! Je veux mourir !» Julien baissa lentement le bras. Il ne me frappa pas. Pas par respect, mais par lâcheté. Il savait qu'il y avait des caméras. Il savait qu'il avait perdu. Il recula, trébuchant sur les débris de porcelaine. Il haletait. « Je te hais !» souffla-t-il. « Je te hais du plus profond de mon âme. Tu n'es plus ma mère. Tu es morte pour moi. » « C'est drôle, » répliquai-je, le cœur sec. « C'est exactement ce que je ressentais en regardant cette vidéo où tu parlais de me gazer. Nous sommes quittes. » Je regardais le désastre autour de nous. La salle à manger détruite, l'image parfaite de notre famille éclatée au sol. « Vous vouliez la maison ? Elle est vendue. Les nouveaux propriétaires arrivent lundi. Vous avez 48 heures pour vider vos affaires qui traînent encore au grenier. Après ça, les serrures seront changées. »« Et nous ?» pleurnicha Sophie. « On va aller où ? Maman, je n'ai nulle part où aller. » Je lissais ma robe. J'étais impeccable au milieu des ruines. « Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous avez des bras et des jambes. Je suggère que vous fassiez ce que je n'ai pas fait depuis trop longtemps, travailler. »
Julien eut un rire amer, dément. Travailler. Tu nous as élevés dans la soie et tu nous demandes d'aller charbonner à l'usine? Tu nous as coupé les ailes, et maintenant tu nous reproches de ne pas savoir voler. C'est toi la coupable, c'est toi qui as fait de nous des incapables. Peut-être, admis-je, c'est peut-être ma plus grande faute. Je vous ai trop aimé, je vous ai trop protégé. J'ai cru que l'argent achèterait votre bonheur. Je me suis trompé. Je me dirigeais vers la porte. Je devais sortir. L'air était devenu irrespirable. « Où tu vas » cria Julien. « Tu ne peux pas nous laisser comme ça. » Je me retournai, la main sur la poignée. « Je ne vous laisse pas. Je vous rends votre liberté. Vous n'avez plus d'héritage à attendre. Vous n'avez plus besoin de souhaiter ma mort. Vous êtes libre de vivre votre vie sans moi. » « Si tu franchis cette porte, menaça Julien, ne reviens jamais. Tu finiras seul dans un mouroir public et personne ne viendra te voir. Tu crèveras seul. » Cette phrase, censée me terrifier, eut l'effet inverse. Elle me fit sourire, un vrai sourire, apaisé. Mieux vaut être seul que mal accompagné, Julien. J'ai vécu avec des serpents pendant des années. La solitude sera un paradis. J'ouvris la porte. Monsieur Vallet m'attendait, impassible. « Sortez-les, dis-je, simplement à mon chef de la sécurité. Et s'il résiste, appelez la police. » Je sortis dans le couloir frais. Derrière moi, j'entendis les cris de Julien qui reprenaient de plus belle, le bruit de la lutte, les pleurs de Sophie. C'était le bruit de leur monde qui s'effondrait. Moi, je marchais vers la sortie. Je n'avais plus de maison, plus d'argent et plus d'enfants. Mais curieusement, je ne m'étais jamais sentie aussi légère. La lourde porte en chêne de la villa Les Cèdres se referma avec un bruit sourd, définitif. Un bruit de caveau que l'on scelle. De l'autre côté, à l'intérieur, j'entendais encore vaguement des cris étouffés. C'était le son de 2 vautours se battant pour des miettes qui n'existaient plus. Mais ici, dehors, sur le perron, l'air était froid, pur et silencieux. Monsieur Vallet posa ma valise dans le coffre du taxi qui attendait, moteur tournant. Il se tourna vers moi. Cet homme de pierre, qui avait travaillé pour mon mari pendant 20 ans, avait les yeux brillants. « Madame », dit-il en ôtant sa casquette, « c'était magistral. » Je remontai le col de mon manteau. C'était nécessaire, Vallet, juste nécessaire. Surveillez qu'il ne casse rien d'autre avant de partir. Les nouveaux propriétaires sont des gens maniaques. Comptez sur moi. Bonne route, Madame Élise. Je montai dans le taxi. L'intérieur sentait le cuir synthétique et le tabac froid, une odeur qui m'aurait répugné hier encore. Ce soir, c'était l'odeur de la réalité, l'odeur de la liberté. « On va où, ma petite dame ?» demanda le chauffeur, un homme jovial qui ne se doutait pas qu'il transportait une femme qui venait d'incendier sa propre dynastie. Je regardai la grande maison illuminée une dernière fois. Je vis une silhouette passer devant la fenêtre du salon. Julien. Il gesticulait, seul. Il ressemblait à un fantôme piégé dans un château hanté. « Au Grand Hôtel, au centre-ville », répondis-je. « Pour ce soir. Demain, on verra. » Le taxi démarra. Les graviers crissèrent sous des pneus. Je ne me retournai pas. Le trajet dura 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles mon téléphone vibrait sans discontinuer. Bzit, bzit, bzit. Je le sortis de mon sac. 56 appels manqués. Julien, 30. Sophie, 20. Magali, 6. Des messages défilaient sur l'écran. Julien. Maman, réponds. Tu ne peux pas faire ça. Vite-Cache va me tuer. Julien. Je vais contester la vente. Je vais dire que tu es folle. Sophie. Maman, je suis à la rue avec les enfants. Pierre ne répond pas. Aide-moi, pitié. Magali. Je n'y suis pour rien. Rappelle-moi, Élise. On peut s'arranger. Je relus ces messages. Il y a une semaine, il m'aurait brisé le cœur. J'aurais fait demi-tour, j'aurais sorti le carnet de chèques, j'aurais payé la rançon de mon amour maternel. Mais ce soir, je voyais les mots pour ce qu'ils étaient, des tentacules, des tentatives de manipulation. Pas un seul « pardon », pas un seul « je t'aime », juste l'argent, moi, aide. Mon pouce survola l'écran. Réglage, bloquer le contact, Julien, bloqué, Sophie, bloqué, Magali, bloqué. Le téléphone cessa de vibrer. Le silence revint, absolu. Je baissai la vitre, l'air frais de la nuit fouetta mon visage, je respirais à plein poumon. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, je ne respirais plus à travers le filtre de l'inquiétude pour mes enfants. J'avais coupé le cordon ombilical qui était devenu une corde autour de mon cou.
Arrivé à l'hôtel, je demandais une chambre simple, pas de suite, juste un lit, une fenêtre et le calme. Une fois installée, je me préparais un thé avec la bouilloire en plastique de la chambre. Je m'assis dans le fauteuil près de la fenêtre et regardais les lumières de la ville. J'étais une femme de 65 ans. Je n'avais plus de maison, j'avais donné ma fortune, je n'avais plus de famille au sens traditionnel. Selon les critères de la société, j'avais tout perdu. J'étais une vieille dame déchue, une tragédie. Je pris une gorgée de thé brûlant. Il était délicieux. En réalité, je n'avais pas tout donné. J'avais gardé une petite assurance vie, modeste mais suffisante pour louer un petit appartement en Provence, loin d'ici, et vivre simplement. Je n'avais plus besoin de chauffeur, de jardinier, de robe de gala pour impressionner des hypocrites. J'imaginais la scène de demain matin. Julien face aux huissiers. Il devrait vendre sa voiture, sa montre, ses costumes. Il devrait apprendre à prendre le métro. Il devrait peut-être accepter ce poste de commercial bas de gamme qu'il méprisait tant. Sophie face à ses responsabilités. Elle devrait trouver un travail, peut-être caissière, peut-être secrétaire. Elle découvrirait la valeur de l'argent. Elle apprendrait à dire non aux caprices de ses propres enfants, brisant ainsi le cycle de l'enfant roi que j'avais malheureusement initié. Je ne les avais pas détruits, je les avais réveillés. La chute serait brutale, oui, certains ne se relèveraient peut-être pas, mais c'était leur seule chance de devenir des humains décents. La pauvreté serait leur meilleur professeur, bien meilleur que je ne l'avais jamais été. Je sortis de mon portefeuille une vieille photo. Mon mari et moi, jeunes, devant notre première petite boutique, bien avant l'Empire, bien avant les millions. Nous avions l'air fatigués, mais heureux. « Tu vois, chérie » murmurai-je à la photo. « J'ai mis du temps, mais j'ai fini le travail. Ils sont libres, et moi aussi. » Je posais la photo sur la table de nuit. Je me glissais sous les draps frais de l'hôtel. Pas de somnifère ce soir. Pas d'angoisse sur « est-ce que Julien a bu ? Est-ce que Sophie est triste ?» Ce soir, je ne pensais qu'à moi. Demain, j'irai au marché. J'achèterai des fleurs pour moi-même. Je prendrai un café en terrasse et je regarderai les gens passer sans avoir peur d'être reconnue ou jugée. Je fermai les yeux. Un sourire étira mes lèvres, non pas le sourire de la vengeance, mais celui de la paix. On dit que la vieillesse est un naufrage. C'est faux. Pour moi, c'est une renaissance. Je m'appelle Élise, j'ai 65 ans, je n'ai plus rien et je n'ai jamais été aussi riche.